Elle était la femme qui a révolutionné l'écran sans jamais vraiment essayer. Une tempête de boucles blondes et de sensualité assumée, Brigitte Bardot a réécrit les règles de la célébrité, puis s'en est détournée. Sa moue a déclenché des scandales, ses films ont façonné le cinéma français et ses chansons sont devenues des hymnes inattendus à la libération. Mais derrière la célébrité se cachait une femme en quête de quelque chose de plus calme, de plus profond. Aujourd'hui, à 90 ans, elle vit entourée non pas de caméras, mais des créatures qu'elle a juré de protéger. Comment a-t-elle dépensé sa fortune? Qu'est devenue l'icône une fois les projecteurs éteints? Et à quoi ressemble sa vie en 2025, derrière les grilles de son refuge tropézien? Construire une fortune grâce à la beauté et à la rébellion. Brigitte Bardot n'a jamais suivi le scénario que les autres avaient écrit pour elle. Née le 28 septembre 1934 à Paris dans une famille catholique bourgeoise stricte, elle a grandi dans un monde mêlant privilèges et contraintes. Son père, Louis Bardot, était industriel, tandis que sa mère, Anne-Marie Toty-Mussel, imposait des attentes rigoureuses en matière de bienséance et d'obéissance. Inscrite à l'âge de 7 ans au Conservatoire de Paris pour suivre une formation de ballet classique, Bardot était destinée au raffinement, non à la rébellion. Mais dès son plus jeune âge, elle se sentait prisonnière. Une cage dorée, même luxueuse, restait une cage. À 18 ans, sa vie prit un tournant radical lorsqu'elle épousa le jeune cinéaste Roger Vadim. Leur romance juvénile scandalisa sa famille conservatrice, mais elle devint la matrice de sa légende cinématographique. En 1956, Vadim la dirigea dans Et Dieu, créa La Femme, un film sensuel baigné de soleil, tourné à Saint-Tropez. Le rôle fut explosif, ses danses pieds nus, son corps libre, et son refus de la honte bouleversèrent les conservateurs et électrisèrent une génération d'après-guerre avide de renouveau. Brigitte Bardot n'était plus une débutante parisienne, elle était devenue une icône mondiale. Dès lors, le phénomène Bardot déferla sur l'Europe et les Amériques. Elle enchaîna les tournages à un rythme effréné durant les années 1950 et 1960, collaborant avec des réalisateurs d'élite comme Jean-Luc Godard dans Le Mépris, Henri-Georges Clouzot dans La Vérité ou encore Louis Malle. Son charisme semblait inné, sa sensualité naturelle. Elle devint le symbole non seulement de la beauté, mais aussi de l'insoumission, une femme qui, à la différence de tant d'autres, exigeait d'être vue selon ses propres termes. Et cela paya, au sens propre. Bardot devint l'une des actrices les mieux rémunérées d'Europe, percevant des cachets astronomiques. Pour Le Mépris, on estime qu'elle a touché environ 500 000 francs, une somme énorme en 1963. En 1968, elle aurait accumulé plusieurs millions de francs, sans compter les revenus de sa carrière musicale et des contrats publicitaires. Ses projets musicaux, souvent dénigrés par la critique, connurent un franc succès commercial. La Madrague, en 1963, s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires, et son duo Bonnie and Clyde avec Serge Gainsbourg est devenu culte à travers l'Europe. Mais ce qui frappe le plus, c'est ce que Bardot a refusé. Elle rejeta à maintes reprises les offres d'Hollywood, même lorsque les studios lui proposaient un chèque en blanc. On la courtisa pour jouer aux côtés de Frank Sinatra, Marlon Brando ou Elvis Presley, et on lui proposa des rôles dans The Pink Panther ou My Fair Lady. Elle déclina tout. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas quitter la France. Elle ne voulait pas devenir une version d'elle-même façonnée par d'autres. Malgré sa popularité immense et son potentiel commercial, Bardot s'intéressait peu à l'accumulation ou à la gestion de sa richesse. Le biographe Yves Bigot dira plus tard « Si la fortune de Bardot avait égalé sa célébrité, elle serait milliardaire aujourd'hui. » En effet, elle aurait pu bâtir un empire, mais elle n'en voyait pas l'intérêt. Son argent fut investi dans ses propriétés, les animaux et ses passions personnelles, pas dans des portefeuilles d'actions. À la fin des années 1960,
Bardot possédait non seulement la légendaire villa La Madrague à Saint-Tropez, mais aussi la Garrigue, une seconde propriété nichée dans les collines au-dessus de la ville, ainsi qu'une petite maison à Paris. Elle conduisait des voitures de luxe comme une Rolls-Royce Silver Cloud blanche de 1962, une Jaguar Type E, et fut souvent photographiée dans sa Maserati Sebring, autant de symboles de son opulence mid-century. Pourtant, elle portait cette richesse avec légèreté, apparaissant parfois pieds nus, même dans sa Rolls. En 1973, à seulement 39 ans, elle choqua le monde en annonçant sa retraite du cinéma. Elle tourna son dernier film, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, et disparut à jamais des tapis rouges. La raison? J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je vais donner ma sagesse et mon expérience aux animaux, déclara-t-elle. Ce fut le début d'une nouvelle vie, financée non par de nouveaux revenus, mais par la fortune qu'elle avait discrètement bâtie à travers la rébellion. De milliardaire potentiel à millionnaire réticente, l'histoire financière de Bardot n'est pas celle de la maximisation de la valeur, mais celle de sa redirection, des plateaux de cinéma vers les refuges animaliers, des contrats de disques vers des causes morales. Dans un monde obsédé par le luxe pour le luxe, elle a traité l'argent non comme une récompense, mais comme un outil. Et ce faisant, elle a fait de sa fortune, modeste selon les standards des célébrités, quelque chose de bien plus durable que la célébrité. Transformer la Madrague en sanctuaire de solitude. Blottie sur la côte d'Azur, à l'écart du tumulte glamour de Saint-Tropez, se dresse une villa devenue aussi emblématique que sa propriétaire. Connue sous le nom de La Madrague, cette demeure blanchie à la chaux surplombant la mer est bien plus qu'une maison. C'est une forteresse de paix. Bardot acquiert la propriété au début des années 1950, alors que Saint-Tropez n'est encore qu'un village de pêcheurs endormis. À l'époque, le terrain est modeste, la maison sans prétention. Mais au fil des décennies, tandis que Bardot se retire de la scène publique, la Madrague devient un havre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour des centaines d'animaux abandonnés. Elle y laisse rarement entrer les caméras, privilégiant la discrétion au luxe. Pourtant, on sait que la Madrague est entourée de jardins luxuriants, de terrasses ombragées et de clôtures conçues non pas pour tenir les gens à distance, mais pour protéger les dizaines de chiens, chats, chèvres et même cochons secourus qui y vivent en liberté. Beaucoup de ces animaux ont été adoptés personnellement par Bardot, comme son chien adoré E.T., décédé en avril 2024, une perte qui l'a profondément affecté. La Madrague est son refuge depuis plus de 60 ans, loin des salons parisiens et des plateaux hollywoodiens. Et si d'aucuns voient aujourd'hui une propriété immobilière valant plusieurs millions, pour Bardot, elle incarne une métamorphose. Lorsque les financements de sa fondation se sont raréfiés, elle est même allée jusqu'à hypothéquer la villa. Preuve que ses convictions ont toujours primé sur le confort. Dans les dernières années de sa vie, la Madrague reste à la fois un palais de souvenirs et un sanctuaire vivant, l'expression physique de tout ce qu'elle est devenue après avoir cessé d'être simplement bébé. Brigitte Bardot n'a jamais voulu jouer selon les règles du star system. Dans une industrie où l'image fait loi et où la richesse est souvent l'objectif principal, elle s'est retirée, volontairement, à plusieurs reprises et à grands coûts financiers. Ce qui aurait fait de certains des milliardaires n'était, pour elle, qu'une perspective inconfortable. Elle n'a pas vendu de parfum. Elle n'a pas prêté son image à des marques de mode. Elle n'a pas licencié son nom pour des produits, des tournées ou des projets hollywoodiens égoïstes. Même lorsque Time Magazine l'a qualifiée de femme la plus photographiée du monde, Bardot a repoussé les offres commerciales qui auraient pu transformer sa célébrité en empire mondial. Dès les années 1960, les studios américains et les annonceurs la courtisent sans relâche. On lui propose des contrats de plusieurs millions de dollars pour apparaître dans des productions américaines, participer à des talk-shows et représenter de grandes marques.
Mais comme l'a révélé son biographe Yves Bigot dans Brigitte Bardot, la femme la plus belle et la plus scandaleuse au monde, elle refuse pratiquement toutes les propositions les plus brillantes qui s'offraient à elle. Elle ne voulait pas être achetée. Ses raisons n'étaient pas seulement sentimentales, bien que son attachement profond à Roger Vadim l'ait rendue réticente à quitter la France, mais aussi philosophique. Bardot craignait qu'Hollywood ne l'engloutisse, ne lui vole son autonomie et n'emprisonne la liberté qu'elle avait passé sa vie à défendre. Trop loin, trop dangereux, aurait-elle dit. Je ne voulais pas perdre ma liberté, et je ne voulais pas quitter Vadim. Une telle défiance lui a coûté cher. Selon Bigot, si le succès financier de Bardot avait suivi le rythme de sa renommée internationale, sa fortune aurait été colossale, à l'image de celle de Sophia Loren ou Elizabeth Taylor, qui ont monétisé leur beauté et leur prestige par des investissements stratégiques et des accords commerciaux. Bardot, elle, n'a jamais suivi ce chemin. Aucun conseiller financier ne lui soufflait des idées de revenus passifs, aucun contrat de licence n'était signé, aucune ligne de vêtements à son nom n'était lancée. Elle voyait le mercantilisme comme un piège et ne voulait rien en savoir. À la place, elle a consacré ses moyens financiers à des causes qui lui tenaient à cœur. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux, un tournant majeur de sa vie. Pour la soutenir, elle prend l'initiative extraordinaire de vendre une grande partie de ses biens personnels, objets de famille, tableaux, bijoux, meubles sur mesure. Et elle ne s'arrête pas là. Lorsque la fondation traverse des périodes difficiles, Bardot va jusqu'à hypothéquer sa chère villa, la Madrague, utilisant sa valeur pour financer des missions de sauvetage et des campagnes de stérilisation à travers la France et à l'étranger. En 2020, sa fortune était estimée à environ 65 millions de dollars américains, soit environ 54 millions d'euros. Bien que cette somme puisse sembler importante, elle est dérisoire comparée à ce qu'elle aurait pu amasser si elle avait accepté toutes les opportunités offertes. De la fin des années 1950 au début des années 1970, elle était sans doute l'un des noms les plus rentables du cinéma européen. Sa marque, indomptée, sensuelle, iconoclaste, pouvait tout vendre. Mais Bardot traitait la richesse comme elle traitait la célébrité, avec méfiance. En réalité, une grande partie de sa fortune actuelle est immobilisée, non pas en actifs liquides ou portefeuilles de luxe, mais dans l'immobilier et les actifs de sa fondation, qui a reçu l'essentiel de ses dons. Elle a clairement déclaré par documents légaux et annonces publiques que la majorité de son héritage irait à la fondation après sa mort. Son unique fils, Nicolas Charrier, recevra la part minimale imposée par la loi française, probablement une fraction symbolique par rapport à ce que la fondation héritera. Bardot n'a jamais caché que sa relation avec son fils est depuis longtemps distante et que sa loyauté affective appartient d'abord et avant tout aux animaux. Peut-être que la plus grande ironie de la vie de Bardot est d'être devenu un symbole universel de la beauté physique, tout en rejetant presque toutes les voies par lesquelles cette beauté est habituellement exploitée. Elle a un jour déclaré « J'ai toujours vécu selon mes instincts, jamais pour plaire aux autres. » Et cela se voit. Que cet instinct l'ait poussé à abandonner une carrière à son apogée ou à investir des millions dans la cause animale plutôt que dans des portefeuilles immobiliers, sa fortune est devenue un miroir. Non pas de ce que le monde attendait d'elle, mais de ce qu'elle était vraiment. Aujourd'hui, elle vit toujours modestement selon les standards de la célébrité. Elle n'est pas entourée d'assistants personnels ou de chauffeurs. Il n'y a pas de yacht à son nom à Monaco, ni d'empire estampillé Bardot. Mais ce qui subsiste, c'est une forme de richesse morale, acquise non par des revenus passifs ou des stratégies financières avisées, mais par le sacrifice et la conviction. Sa vie et sa fortune sont devenues une protestation, et cette protestation reste son héritage le plus durable. Dépenser des millions pour donner une voix aux animaux. En 1986, Brigitte Bardot prit une décision qui allait redéfinir à jamais son image publique et son destin personnel. À seulement 52 ans,
Encore sous les projecteurs et indéniablement riche, elle choisit de consacrer sa fortune restante à une cause que peu de célébrités prenaient alors au sérieux, les droits des animaux. La fondation Brigitte Bardot, fondée cette année-là, ne vit pas le jour grâce à un soutien d'entreprise ou par vanité de célébrité. Elle débuta par un acte douloureux de sacrifice personnel. Bardot vendit une grande partie de ses biens privés pour financer sa création. Des antiquités familiales aux tableaux rares, en passant par des meubles et des souvenirs de son passé glamour, presque tout fut mis aux enchères pour construire quelque chose de nouveau. Elle ne cherchait pas les applaudissements. Elle construisait un héritage destiné à survivre au cinéma. La fondation grandit rapidement pour devenir l'une des organisations de protection animale les plus influentes et les plus vocales d'Europe. Ses premières victoires furent significatives. En quelques années à peine, le lobbying de Bardot permit d'interdire l'importation des peaux de bébés phoques en France, une décision qui résonna dans toute l'Union européenne et incita d'autres pays à revoir leur politique. Il ne s'agissait pas d'un simple geste symbolique, mais d'une campagne ciblée et efficace, combinant pression politique, visibilité médiatique et alliance stratégique avec des législateurs et des vétérinaires. Avec Bardot comme figure de proue infatigable, la Fondation milita également pour l'utilisation obligatoire de pistolets d'étourdissement dans les abattoirs français, réduisant considérablement la souffrance animale lors de l'abattage. Elle défendit la stérilisation des chats et chiens errants à travers le sud de l'Europe où la surpopulation animale était souvent traitée par des massacres de masse. Elle prit la parole fréquemment et avec passion contre la corrida, le braconnage, l'élevage industriel et le commerce international d'animaux exotiques. Bardot ne se contentait pas de signer des pétitions. Elle écrivait directement au président, ministre et même au pape, exigeant que la souffrance animale soit reconnue au plus haut niveau du pouvoir. Son engagement, toutefois, eut un coût personnel énorme. Au fil des décennies, Bardot injecta des millions d'euros de ses propres fonds pour assurer la survie de la fondation. Lorsque les dons publics ou privés diminuaient, elle puisait à nouveau dans ses comptes personnels. Au début des années 2000, elle aurait hypothéqué sa maison bien-aimée, la Madrague, pour maintenir les opérations en cours et garantir que son refuge de Saint-Cadou, en Bretagne, puisse continuer à sauver des animaux maltraités. Par moments, son domaine de la Garrigue servit aussi de centre de réhabilitation pour du bétail négligé et des espèces exotiques confisquées à des propriétaires illégaux. En 2025, la Fondation Brigitte Bardot fonctionne avec un budget de plusieurs millions d'euros, avec plus de 60 campagnes actives en France et à l'étranger. Elle soutient des dizaines de refuges, finance des formations vétérinaires et des cliniques de stérilisation dans des pays aussi éloignés que la Roumanie, le Maroc ou l'Inde, et maintient une présence permanente au Parlement européen à travers son lobbying sur l'expérimentation animale, les élevages à fourrure et la réglementation du transport d'animaux vivants. Son département éducatif collabore avec les écoles françaises pour initier les enfants à l'empathie envers les animaux et aux responsabilités liées à la possession d'un animal de compagnie. Bien que Bardot se soit retiré depuis longtemps de la scène publique, surtout après une série de controverses liées à ses prises de position politiques, son engagement pour le bien-être animal est resté incontesté. Les critiques peuvent s'opposer à ses opinions politiques, mais rares sont ceux qui remettent en question l'authenticité ou la profondeur de ses sacrifices. Contrairement à beaucoup de célébrités qui associent leur nom à des causes sans renoncer au confort ou à la richesse, Bardot donna presque tout ce qu'elle possédait. Les analystes financiers estiment que plus des 2/3 de ses revenus à vie, peut-être plus de 40 millions d'euros, ont été consacrés directement ou indirectement à la Fondation. Cela inclut les revenus de ses droits d'auteur, de ses biens immobiliers, ainsi que la vente de ses objets de luxe. Aujourd'hui, à 90 ans, Bardot continue de publier des communiqués par l'intermédiaire de la Fondation, et son fils Nicolas Charrier ne devrait pas hériter de la majeure partie de son patrimoine.
Le droit successoral français garantit aux enfants une part des biens parentaux. Mais Bardot a structuré son testament de manière à ce que la majorité de son patrimoine, notamment la madrague et les revenus futurs de ses droits, reviennent à la fondation. Cela garantit sa survie bien au-delà de sa mort. Dans les interviews, elle a souvent déclaré que les animaux lui avaient offert la paix que les humains ne pouvaient lui donner. Les animaux m'ont apporté le bonheur que les hommes n'ont jamais su me donner, confia-t-elle un jour à un journaliste. Cette déclaration n'était pas qu'un effet de style, elle était financière. Dans un monde où le succès se mesure souvent en voitures de luxe et sacs à main de créateurs, Bardot a réécrit l'équation. Pour elle, le retour sur investissement se mesurait en queue qui remue, sabots sauvés, ailes soignées et errants stérilisés. Elle aurait pu choisir le profit. Elle a choisi le sens, laisser un héritage au-delà de l'héritage. À 90 ans, Brigitte Bardot reste farouchement déterminée à façonner son propre héritage. Dans une rare interview accordée à Ciné Télé Revue, elle a admis que son anniversaire, le 28 septembre, est pour elle une source d'angoisse plutôt qu'un motif de célébration. « Si vous saviez comme je me fiche de mon anniversaire », a-t-elle déclaré. « Pour moi, ce n'est qu'un jour de plus qui déclenchera une révolution. » Son souhait est simple, que son œuvre lui survive, même lorsque sa voix se taira. Contrairement à de nombreuses célébrités, la planification successorale de Bardot n'a pas été conçue pour assurer une richesse générationnelle à sa famille. Son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, mène une vie discrète en Norvège avec ses enfants et apparaît rarement sous les projecteurs. Bien qu'il héritera de la part légale qui lui revient à son décès, le biographe Yves Bigot suggère que ce ne sera pas grand-chose, car presque tout, ses liquidités, ses biens et même le poids symbolique de sa célébrité, a déjà été transféré à la Fondation Brigitte Bardot. Cette décision de privilégier sa fondation plutôt que ses descendants a suscité à la fois admiration et controverse. Mais aux yeux de Bardot, les véritables héritiers sont les animaux. Ce sont eux qu'elle a protégés, soignés et auxquels elle s'est identifiée. Comme elle, ils sont souvent incompris, parfois rejetés, mais toujours dignes d'amour. Même sa propriété de Saint-Tropez pourrait un jour revenir à la Fondation. Pas pour devenir un musée, mais peut-être un refuge ou un centre de repos. Son histoire de vie n'est pas celle d'un luxe pour le luxe, c'est celle d'une femme qui a rejeté la richesse, sauf si elle servait une cause supérieure. En 2025, alors qu'elle s'occupe paisiblement de ses chiens et observe le soleil méditerranéen se coucher à l'horizon, la fortune de Bardot ne vit pas dans des comptes bancaires, mais dans les yeux des animaux qu'elle a sauvés. Et vous, si vous étiez riche et célèbre, quelle cause soutiendriez-vous? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres vies méconnues derrière la légende.